Ah déjà, Salut à tous et je suis très heureux de vous retrouver en cette année 2024. Je vous souhaite avant tout une excellente année, la santé avant tout, de vous lancer vers de nouveaux objectifs ou de persévérer avec les objectifs que vous avez déjà mis en place, d'avoir bien entendu l'entourage qui vous soutienne tout au long de votre année et d'être encore meilleur, que ce soit pour soi mais aussi pour les autres. Alors c'est vrai qu'il y aura des difficultés mais aussi des obstacles. Eh bien ils sont là pour nous endurcir et pour nous permettre de savoir qu'on veut aller plus loin. Alors, me concernant, tu remarqueras visiblement que le Père Noël est passé par là. Alors, pour tout vous dire, hein, c'est ma maman qui probablement s'est dit j'en ai un peu ma claque de le voir toute l'année avec le même t-shirt à chaque débrief hebdo, et ce depuis 3 ans. Et peut-être aussi que IVT lui colle à la peau, donc voilà. Maintenant que j'ai raconté ma life, je pense qu'on peut y aller. Bon, alors la première semaine de l'année a commencé en fanfare avec le premier gros rendez-vous qui était l'inflation aux États-Unis, autrement dit le CPI, et c'était supérieur à ce qu'on attendait, 3,4% au lieu de 3,2% attendu. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les anticipations de baisse des taux que c'est fixé, avec lesquels se projette le marché vis-à-vis de la Fed en cette année 2024. Mais vous allez voir que le marché en a décidé autrement, notamment déjà parce que le core CPI, si on exclut alimentation et énergie, est ressorti conforme aux attentes à plus 0,3%. En plus de ça, le lendemain, on a eu l'indice des prix à la production, le PPI, qui est ressorti inférieur à ce qu'on attendait, 0% au lieu de plus 0,2% attendu. Et donc après tout ça, si on regarde les anticipations du marché vis-à-vis des taux de la Fed en 2024, elles n'ont absolument pas bougé. On anticipe toujours 6 baisses des taux pour 2024 avec une première baisse des taux au mois de mars. Et là, il y a quand même 80% du marché qui estime qu'il y aura cette baisse des taux au mois de mars. Donc, il y a quand même des grosses attentes. On aura quand même une première réunion le 31 janvier. À ce moment-là, la Fed va s'exprimer sur ses taux d'intérêt, même si le marché n'anticipe pas de baisse des taux à ce moment-là. Mais Jérôme Powell devra exprimer sa stratégie et éventuellement sa vision concernant les taux d'intérêt. Parce que là, il y a vraiment des grosses attentes sur le marché. À noter dans les agendas, 31 janvier, grosse soirée. Ah non, c'est pas... Ouais, enfin, grosse soirée derrière les écrans, quoi, du coup. Et puis, autre chose, si on regarde l'impact qu'a eu ces différents chiffres cette semaine sur les taux d'intérêt, les taux longs à 10 ans aux États-Unis notamment, on reste sous les 4%. Le dollar américain, de son côté, ne remonte pas. Ce qui veut dire que le marché reste toujours très optimiste concernant ce cycle de baisse des taux en 2024 de la Fed. Et là, on ne parle même pas pour le moment de la Banque Centrale Européenne, où là aussi il y a des grosses attentes et les membres du board de la BCE n'ont même pas évoqué entre eux une éventualité que peut-être à un moment donné on va baisser les taux. Sauf que là, le marché, il en attend beaucoup aussi. Et effectivement, si on revient du côté de la Fed, les membres du FOMC sont pourtant très mitigés sur cette baisse des taux. En tout cas, il y en a beaucoup qui essayent de temporiser les attentes. Alors, on va pas prendre tous les membres du board les uns après les autres avec ce qu'ils ont dit. Donc, du coup, si on regarde ce qu'on appelle les dot plots, où chaque point correspond à un membre du FOMC qui estime l'évolution des taux d'intérêt selon les années, on est plutôt autour des 4,5-5% en 2024, alors que le marché anticipe 4%, bien plus bas que ce que les membres du FOMC pour le moment estiment. Donc il y a toujours un gros décalage entre ce que pense le marché et je vais pas y arriver à le dire. Bon bref, il y a toujours un gros spread, là, un gros écart entre le marché et les membres du FOMC. Putain, c'est pas possible, ça va pas me saouler cette phrase. Alors concernant la partie micro, il y a le bal des publications d'entreprises qui a commencé. Cette semaine, on a eu du JP Morgan, du Bank of America, du BlackRock, du Citigroup, United Health, Delta Airlines ou encore Wells Fargo qui elle d'ailleurs a averti que ses revenus allaient baisser entre 7 et 9% de moins sur son revenu. Et oui, des taux qui devraient continuer à rester élevés, donc moins de demandes de crédit, donc son activité moins bien. D'ailleurs, l'action a fait une petite consolidation suite à ça, mais rien de bien méchant. Citigroup, alors elle, c'est plusieurs milliards de dollars de provisions au quatrième trimestre 2023. Alors ça, c'est lié à des risques liés à son exposition, notamment en Argentine, mais aussi en Russie. Et l'action
progresse quand même. Bank of America, deuxième plus grosse banque américaine, a publié des résultats pour son quatrième trimestre en net recul. Charges exceptionnelles et des dépôts moins élevés. Repli du chiffre d'affaires à 22 milliards, c'est en baisse de 10% et c'était inférieur à ce qu'attendait Wall Street. JP Morgan, baisse du bénéfice également au quatrième trimestre. Elle a mis de côté 3 milliards de dollars de charges pour rembourser, pour recompléter un fonds de soutien aux faillites. Et vu que il y avait plus rien dans les caisses, bah oui, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de banques prêteuses au niveau régional qui étaient en très grande difficulté. Donc faut remettre dans les caisses, quoi. Et l'action fait quoi? Des nouveaux records. Tout va bien. Et sinon, on a eu Burberry qui s'est fait aussi un petit peu déboîte suite à sa publication de résultats. Côté marché, alors, le dernier débrief hebdo, il datait d'il y a 3 semaines, et on l'a laissé avec une... tu vois, elle est au-dessus encore, hein. J'ai pas touché. On a laissé donc le marché il y a 3 semaines avec une casquette bleue. Anticipation très forte des baisses des taux d'intérêt en 2024. Niveau de résistance atteint un petit peu partout sur l'ensemble des indices. Légère remontée d'ailleurs des taux à 10 ans aux États-Unis entre Noël et le jour de l'an. Ça a eu lieu, pareil sur le dollar américain. Alors casquette bleue, je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reste méfiant aussi bien sur les achats que sur les ventes avec un money management beaucoup plus serré. C'est resserre, ça, hop, ça dégage parce que sinon j'y arrive pas, hop, ça resserre. Sans grosse prise de décision en attendant réellement des gros signaux de marché, notamment d'un point de vue technique, mais aussi fondamental. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux me dire, il fait pas de débrief hebdo, donc il va faire du ski ou il va faire autre chose. Eh ben non, j'étais bien présent entre Noël et le jour de l'an également, principalement sur IVT. Déjà parce que j'avais quand même accessoirement aussi des positions sur le marché. Donc tu vas me dire, quand est-ce qu'il prend du recul? Oui, non, c'est une bonne question en fait. En travaillant donc à la vente en Europe, parce que les indices européens sont plus faibles que les indices américains, on va le voir. Et je vous l'avais dit dans le dernier débrief hebdo, notamment en prenant des positions à la vente sur le CAC 40 entre 7005 et 7006. Grosse zone de vente que j'avais déjà préparée plusieurs semaines auparavant. Grosse zone de résistance. J'ai un premier signal, j'y vais. J'ai un deuxième signal, j'y retourne une deuxième fois, je renforce la position. Pendant 3 semaines, globalement, il ne s'est rien passé. Et première séance de l'année, bam, le CAC fait direct mon premier objectif, TP1 sur les ventes swing. Ça, c'est cool, histoire de bien commencer l'année. J'ai donc allégé en partie mes 2 positions sur cette zone des 7004 en attendant qu'un mouvement baissier un peu plus important sur l'ensemble des classes d'actifs se mette vraiment en place. Et puis, depuis, en fait, il s'est rien passé. On a tenu les 7004, voilà, on a fait quelques oscillations de 50 points là-dedans. Il s'est rien passé. Donc c'est pour ça que je vous disais, money management light, serré. J'essaye pas forcément de deviner la suite, mais je fais vraiment le plus simple possible avec ce que me donne le marché comme éléments techniques fondamentaux, sans essayer de tout retourner comme un avion, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Non, je garde mon sens prioritaire, ma stratégie initiale, parce que pour le moment elle fonctionne. Et donc, vous avez vu là, pendant que j'étais en train de parler, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Oui, on recommence aussi les parenthèses. Ce que j'appelle sur IVT le chart mood. Chart mood, en fait, c'est comme le morning mood, mais version graphique. En fait, ce qui permet d'expliquer vraiment tout dans le détail, les différentes notifications que j'ai envoyées, le suivi des positions et ce que je vois d'un point de vue technique, où est-ce que je vais travailler à la vente, où est-ce que je vais travailler à l'achat, etc. Vous me direz d'ailleurs si ça vous plaît ou pas et du coup, ça me permettra peut-être dans les prochains débriefs hebdo. Déjà, première innovation dans le débrief hebdo, c'est magnifique. Et à côté de ça, j'ai travaillé un indice un peu plus difficile, c'était le SP500. D'ailleurs, je le travaillais encore au moment où je parle. Alors, plus difficile, pourquoi? Parce que c'est un indice fort, beaucoup plus fort que les indices européens, on l'a vu, qui ont, on est arrivé sous des zones de résistance, ça échoue, etc. Et c'était sur le SP500 une zone de vente, tout simplement autour des 4007, 4008 que j'avais identifié, là aussi, plusieurs semaines auparavant. On arrive dans cette zone et le 29 décembre, dans le courant de la journée, hop, j'ai mes alarmes qui sonnent sur mes graphiques, bim bam boum, hop, il se passe un truc là-bas, bim, j'y vais short, c'est mon premier signal que j'ai sur les indices américains depuis qu'on est arrivé dans mes zones et depuis des semaines, depuis des mois. Alors tu vas me dire, ouais, j'aurais pu être sur les pistes de ski et tout, écoute, non. J'ai donc pris une première position à la vente tout là-haut et puis pendant toute la descente, j'ai charbonné à la vente. Pourquoi? Parce qu'on avait justement des premiers signaux baissiers horaires, on avait des tendances baissières horaires
donc j'y vais. Et puis comme sur le CAC, là aussi, TP1 atteint un peu en dessous des 4700 points. J'allège tout, que ce soit les positions intraday, les positions de vente swing, et j'attends de voir la suite. Si ça remonte, je reprendrai des positions à la vente, etc. Et ben ça a été le cas, on est revenu sur cette zone des 4800 points. Donc j'ai recomplété la ligne que j'avais fermée précédemment, tout simplement. Alors oui, je n'ai pour le moment absolument aucun signal baissier sur les indices américains, ça c'est clair et net. D'ailleurs, si on regarde l'indice Dow Jones et le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Tant qu'on tient la moyenne mobile à 20 jours, elle est ici tracée en bleu, pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers en daily majeurs. En dessous, là, ok, il commence à se passer quelque chose. La deuxième chose, et j'en ai parlé juste avant, c'est que le taux à 10 ans aux États-Unis ne passe pas au-delà des 4-10%. Donc on voit qu'il n'y a pas de tension sur les taux d'intérêt, donc il n'y a pas de reconsidération du marché d'une grosse baisse des taux de la Fed tout au long de l'année 2024. Pareil d'ailleurs sur le dollar américain, si on regarde ici le dollar index, il monte, mais il n'y a pas de retournement de tendance pour le moment. C'est simplement des rebonds techniques. Donc, tant que pour le moment, on reste comme ça dans une pression baissière sur ces deux indicateurs, deux actifs, les taux à 10 ans et le dollar américain, et ben pour le moment, pas de reconsidération, pas de baisse majeure qu'on peut avoir sur les indices américains. La troisième chose, et peut-être que vous posez la question, mais pourquoi il vend? Ça fait que monter, c'est haussier, etc. La première chose, assez simple, je l'ai dit, j'ai vendu entre Noël et jour de l'an, ça s'est très bien passé en allégeant justement en bas. Deuxième chose, je travaille la position, ce plan, cet actif, l'indice SP500 notamment, avec une exposition maîtrisée. Je n'ai pas de casquette rouge. Oh, enfin, si je l'ai, mais je veux dire, je l'ai pas mise quoi. Je n'ai pas de casquette rouge pour le moment forte. Et justement, cette casquette bleue me permet de me rappeler que je ne dois pas charbonner, ce qui évite de trader ce que l'on veut au lieu de trader ce que l'on voit. Et troisième chose, et là aussi c'est assez simple, c'est que ma priorité, mon objectif, mon plan, ma stratégie, c'était de travailler à la vente l'indice SP500 entre 4007 et 4008. Je l'ai identifié, c'était durant le mois de novembre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'applique ce plan. Alors tu me diras, oui, effectivement, pour le moment, le marché ne se retourne pas. Et d'ailleurs, il ne va pas se retourner du jour au lendemain, ça c'est une certitude. D'un autre côté, le marché ne me donne pas vraiment tort, puisqu'encore une fois, les prises de position à la vente, quand je les ai prises, ça a été profitable. Et en même temps, il ne me donne pas raison non plus, parce que derrière, on n'a pas de tendance baissière. Et d'ailleurs, j'ai bien prévenu, on peut aller chercher effectivement un peu plus haut. Ça c'est tout à fait possible avant de réintégrer la résistance, etc. Donc ça peut être travaillé pendant des jours, des semaines, peut-être même plus longtemps. Le fait d'avoir une casquette bleue, ça permet d'y être préparé psychologiquement, mais aussi en termes d'exposition par rapport à cette stratégie. Et effectivement, je suis plus à l'aise d'être à la vente sur cette zone des 4008 que d'être à l'achat. Parce que d'ailleurs, si j'avais été à l'achat entre Noël et jour de l'an sur les 4008, je me retrouve sous les 4007. Si tu veux, je me dis, oulala, je suis à l'achat là-haut, comment je vais gérer ça? J'espère qu'on va faire vite retourner sur les ATH. En tout cas, j'aurais pas été à l'aise. Et d'ailleurs, on a aussi d'autres indices qui sont sous des zones de résistance, certains qui réagissent d'ailleurs plus que d'autres. On a par exemple l'indice belge, le Bel20, l'indice espagnol, l'Ibex, mais aussi l'indice anglais, le FTSE, qui est lui dans un range... Et tiens, on n'en a pas parlé, mais oui, on va en parler, le DAX. Lui qui est en train de bloquer sur le haut du porte-voix, Rodolphe vous en avez partagé ici, et qui depuis d'ailleurs un mois est dans ce qu'on appelle un range latéral entre 16005, 16008, donc tu vois que c'est un range quand même relativement étroit. Et d'ailleurs, posons tout de suite la question à Rodolphe, mais que fait-il dans ces conditions? Salut tout le monde, salut Xav, excellente année 2024 à toutes celles et tous ceux que j'ai pas eu la chance de l'exprimer. Qu'est-ce que je fais dans ces conditions? Que fait Rodolphe dans ces conditions? Pour l'instant, Rodolphe, il suit le marché et fort heureusement, il s'est pas trop trompé encore en ce début d'année. Donc sur le DAX, comme tu as dit principalement les éléments clés de l'analyse graphique technique DAX du moment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé 2-3 jours dans un premier temps, notamment début de semaine dernière, à acheter le DAX autour des 16005. Pourquoi? Tout simplement début d'année et pour l'instant, comme tu l'as dit, bas de range dans le sens d'une tendance journalière haussière qui reste d'actualité. Et donc j'ai fait ces achats de manière relativement simple pour rejoindre à nouveau mon fameux haut du porte-voix autour des 16 000 ou 17 000 où là, j'ai coupé ces achats pour commencer
un petit reverse de petites ventes. Alors, qu'est-ce que je fais notamment au début d'année? Pour l'instant, les investisseurs se cherchent. Pour l'instant, on voit clairement qu'on a une tendance haussière qui reste d'actualité, mais on voit clairement qu'on est tellement monté que dès qu'on atteint ce haut du porte-voix, on se replie à nouveau. La seule chose clé du moment pour l'instant que je peux vous dire, c'est que je travaille en termes de position par rapport à mon capital, donc en termes de money management, sur un money management relativement réduit, des tailles de position pour l'instant assez faibles. Je ne peux point m'exposer fortement parce que je ne sais pas. Pour l'instant, au début d'année, les investisseurs se cherchent et donc je les laisse se chercher, je me cherche avec eux. Pour l'instant, j'ai plutôt un biais, comme cette fin d'année, comme la fin d'année, à vendre les rebonds. Par contre, il me faut des excès à chaque coup au plus proche de mon haut du porte-voix, parce que je sais qu'un excès assez important, rapide sur 17 002, 17 003 n'est pas à exclure. Pour l'instant, le marché nous montre qu'il ne veut pas faire cet excès au-dessus des 17 000. Donc, clairement, dès qu'on s'approche des 16 008, 16 009, comme la semaine dernière, je commence à anticiper et à vendre un peu, à avoir on va dire une exposition short, vendeuse nette, mais pas très importante, pour me garder les cartouches au cas où on monte un peu plus haut pour réintégrer. Tout ce qu'on voit également, il faudrait désormais, notamment semaine prochaine par exemple, si on vient à casser les 16 400 points, une dégradation un peu plus importante en direction des 16 000, 15 minutes. Voilà à peu près, grosso modo, la schématisation de ce que je vois et ce que j'ai en tête sur le DAX. Rien de plus simple, mais comme je vous le dis en début d'année, l'important c'est de gérer son exposition nette sur les marchés qui doit être pour l'instant assez faible parce qu'on ne sait pas vraiment où ils vont. Voilà. Alors je vais faire quoi demain? Je vais tout simplement rester sur mes plans et les travailler ces positions. Parce que rien n'a changé d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. Deuxième chose surtout, je ne vais pas charger la mule. Tant qu'il n'y a pas des taux d'intérêt à 10 ans qui passent au-dessus des 4,10% et tant que les supports daily tiennent, notamment les MM20 daily qu'on a par exemple sur les marchés américains. Et troisièmement, le marché peut mettre du temps avant de changer de psychologie, si bien évidemment il change de psychologie. Donc il faut être patient sur ses trades, discipliné avec la gestion des tailles de position et puis être ouvert finalement à d'autres stratégies mais aussi d'autres actifs, certains plus faibles, d'autres plus forts, essayer de les identifier au mieux et être donc progressif dans son exposition, changer les curseurs de manière vraiment progressive. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de changement de curseur des investisseurs et du marché dans ses choix, dans ses tendances. Donc light, tout simplement. Mon avis, de manière synthétique, c'est que c'est plus le timing pour acheter. C'est le timing pour vendre, oui, mais progressivement, calmement, sans s'acharner, juste en respectant des signaux de marché techniques, en identifiant bien les zones clés majeures sous lesquelles là, il y aura vraiment quelque chose d'un peu plus lourd, comme par exemple les 7004 sur le CAC, les 16005 sur le DAX, les 4007 sur le SP500 ou les 16 200 points sur le Nasdaq. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui estiment que les performances passées présagent des performances futures, ce qu'on appelle la saisonnalité, et ben quand on a un Noël qui est bof, normalement, alors c'est pas normalement, mais c'est historiquement, on a un mois de janvier pas terrible, voire une année 2024 qui est plutôt en rente. Dans le même temps, l'or est toujours dans une tendance haussière. On voit ici avec cette ligne rouge qui est la moyenne mobile à 50 jours qui fait toujours office de soutien. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, ça va. Le pétrole revenu sur une zone clé majeure. Alors là aussi, c'est lié à des news. Il y a une petite réaction technique positive là-dessus. Certains pétroliers se sont détournés de la mer Rouge à la suite de frappes aériennes et maritimes qui ont été menées dans la nuit par les États-Unis et la Grande-Bretagne sur des cibles outils au Yémen, après des attaques de navires par un groupe soutenu par l'Iran. Sur les cryptos, la news de ce début d'année, la news tant attendue comme le Messie, comme l'arrivée enfin d'un catalyseur ultra positif sur le marché, l'ETF Bitcoin Spot. Alors ça n'a pas été de tout repos puisque ça a commencé par une fake news sur le compte Twitter de l'autorité des marchés américains, la SEC, qui a publié un tweet en disant « ça y est, c'est bon, c'est validé et tout ». Mais en fait, c'était pas eux, ils se sont fait hacker le compte. Visiblement, ils n'avaient même pas activé le 2FA. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Donc, du coup, ils ont retweeté en disant « mais non, on n'a rien validé, nanana ». Donc, le Bitcoin, il a commencé à faire
Et puis le lendemain, 10 janvier, ça y est, c'est bon, en fait, c'est validé. Donc on a eu finalement ce qu'on appelle des mèches, jusqu'à quasiment 49 000 $ sur le Bitcoin, en bas jusqu'à 44 000 $ quasiment sur le Bitcoin. Et puis finalement, le calme s'est plutôt installé. Alors pourquoi ces mèches? C'est toujours pareil, c'est les liquidations, ceux qui font de l'effet de levier max. Ils payent comme des gros sacs parce que ça y est, c'est bon, c'est validé. Ah bah finalement, en fait, on vend la news après avoir acheté la rumeur. Et puis finalement, en fait, passe plus grand chose. Bref, gros nettoyage. La situation est neutralisée et en même temps, c'était largement pricé dans les cours. Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à des mouvements un petit peu plus importants, positifs d'ailleurs ou négatifs, peu importe, mais en tout cas plus violents. Donc tout va bien. Pour le moment, la hausse du Bitcoin suit tel un long fleuve tranquille. En tout cas, tant qu'on tiendra les 44 000 $, encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si on sera en dessous ou au-dessus, mais en tout cas, tant qu'on tient les 44 000 à très court terme, ça va. Et sur des échéances un peu plus longues, genre swing, 40 000 $, là c'est un gros niveau. Tant qu'on tient ça, pour le moment ça va. Là en dessous, oui, effectivement, on pourra avoir des consolidations plus marquées. Donc pour le moment, oui, les voyants sont ouverts. C'est pas parce que ça monte pas en ligne droite H24 que ça baisse. C'est simplement des phases de consolidation latérale. D'ailleurs, on en avait une au mois de décembre pendant un mois, coincé entre 40 000 et 44 000 et puis finalement on en est sorti par le haut puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois et lorsqu'on a des phases comme ça de consolidation, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. La tendance primaire et haussière, on fait une phase de conso, plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Et donc c'est ce qui a eu lieu. Alors ne pas oublier aussi pourquoi le Bitcoin ne monte pas non plus en ligne droite. Il ne faut pas oublier quand même que le Bitcoin a été multiplié par 2 en 4 mois. Alors prochain objectif théorique, 51-52 000 $, pourquoi pas les plus hauts de Noël 2021. Donc oui, je l'ai déjà dit, je le répète et ça sera peut-être probablement la dernière fois parce qu'on va passer à autre chose que l'ETF Bitcoin Spot. D'ailleurs, tout de suite, tu vas voir que oui, c'est une bonne nouvelle à moyen long terme. Ça ouvre des vannes de liquidités supplémentaires, des nouveaux investisseurs sur le marché. D'ailleurs, je crois qu'il y a à peu près 11 ETF, ça y est, différents aux États-Unis qui ont été lancés. Donc ça y est, c'est parti. Mais on va quand même voir l'intérêt de ces nouveaux investisseurs potentiels sur le marché, des nouveaux entrants. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, moins d'intérêt? Mais sachant, et ça c'est quasiment une certitude, plus d'acteurs égale plus de liquidité, donc moins de volatilité. Et c'est d'ailleurs même ce qui est en train de se passer tout de suite sur le Bitcoin, même si ça va mettre des mois à mettre en place. Et donc je le disais, oui, un truc quand même qui s'est passé, je pense que personne ne s'y attendait. C'est pas le Bitcoin qui a explosé, mais c'est l'Ether. Alors l'Ether qui était très faible, c'est la grosse feignasse de l'année 2023, notamment d'ailleurs par rapport au Bitcoin, en sous-performance totale. Alors il a progressé quand même, mais sous-performance de ouf. Et c'est lui qui a explosé. Comme si les investisseurs étaient déjà en train du coup de se dire « Ok, il y a eu l'ETF Bitcoin Spot, bon il ne s'est rien passé. Je vais payer de l'Ether parce que peut-être qu'on va avoir à un moment donné la spéculation sur un ETF, ETH, spot. Donc sur l'Ether, on a eu une grosse phase de consolidation comme sur le Bitcoin pendant un mois, entre 2100 et 2400 $. Et puis là aussi, on en est sorti par le haut. Et du coup, maintenant, on a un très bon repère technique, 2400 $. Tant qu'on ne repasse pas là en dessous, pour le moment, on est toujours dans une impulsion forte et même d'ailleurs dans un rattrapage et à nouveau une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. 3600 $, c'est toujours l'objectif que je me fixe sur l'Ether à moyen terme. C'est donc l'étoile montante, l'Ether en ce début d'année, avec l'Ethereum classique qui lui aussi en a profité. Et d'ailleurs, Rodolphe a réussi à l'attraper. Et côté crypto, effectivement, ça devient légèrement un peu plus difficile. C'est un peu légitime après les hausses complètement paraboliques qu'il y a eu. Mais voilà, pour ma part, on reste toujours même dans une psycho relativement positive, même si c'est légitime et normal, il va y avoir des petites consolidations, voire même peut-être un peu plus importantes. Vous savez ce que je surveillerai par la suite? Je surveillerai par la suite notamment sur Total 3, l'AMM 50 hebdomadaire, mais ça viendra un peu plus tard. Mais je continue quand même d'aller là où l'action se passe. Et oui, effectivement, j'ai réussi à choper la semaine dernière le TC. Pourquoi? Parce que la narrative, une fois le Bitcoin terminé, on est passé sur de la narrative Ethereum. Et c'est vrai que le TC m'offrait graphiquement une belle opportunité. Elle a pris 50%, elle est allée autour des 30-32 $.
Là, les revenus autour des 28, 29. Pour ma part, je suis pas certain que le TC, ça soit terminé. La grosse résistance à atteindre est autour des 40. Donc, vous voyez qu'il reste encore un peu de place, un peu de marge. Et pour ma part, je vais rester à la travailler. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, et je le répète en début d'année, il faut toujours aller, que ce soit sur une crypto ou un autre actif, là où l'action se passe, là où les investisseurs ont décidé d'aller, là où il y a du cash, et vous verrez que ça vous simplifiera grandement la vie. Voilà, encore une fois, excellent dimanche à toutes et à tous. Merci Xav, ciao, encore une fois. On donnera le maximum tout 2024 pour essayer de vous accompagner au mieux. Je vous embrasse bien fort, ciao. Donc concernant le marché crypto, toujours pareil, essayez d'identifier les fortes en amont, celles qui sont plutôt dans des tendances haussières, et dès qu'on a des réactions positives sur des zones de repli, ça peut être par exemple des moyennes mobiles à 20 jours ou des moyennes mobiles à 50 jours, privilégiez plutôt celle-là mais sur repli. Pareil d'ailleurs sur le Bitcoin, si devait revenir sur cette zone support des 40 000 $, j'estime que c'est plutôt une zone d'achat ici. La semaine prochaine, alors il n'y aura pas beaucoup de chiffres macroéconomiques puisque le gros rendez-vous, ça sera quand même le 31 juillet, le jour où la Fed va pas du coup baisser ses taux, mais en tout cas va surtout s'exprimer parce que là il y a des grosses attentes du marché. Très important de voir du coup et de surveiller pendant ce temps-là l'impact qu'a tous les chiffres et l'évolution de tout ça sur les taux d'intérêt, les taux à 10 ans aux États-Unis. Si on passe les 4-10%, on peut se mettre des alertes sur les graphiques, c'est très intéressant. Pareil sur le dollar américain. Et puis, va falloir travailler encore. Début d'année commence, on va commencer à charbonner, à travailler de ouf. Va falloir encore travailler ses positions, le marché et tout ça, et rester vraiment focus sur la discipline. Casquette bleue globale, toujours conservée. Travail short, quelques indices donc avec modération, c'est important la modération, parce que oui, on n'est pas obligé en fait d'être toujours des gros bourrins en levier max, pas obligé quoi. Et puis si on est un peu tendu parce que ça part un peu dans tous les sens, d'ailleurs ce qui était le cas aussi vendredi, on se met sur des UTT plus longues, unités de temps plus longues, je vais essayer de m'exprimer au moins à la fin de la vidéo, ça serait pas mal. UTH1, UTH4, pas en dessous, on prend du recul. Ça évite de faire les girouettes toutes les 5 minutes. Et donc de se faire avoir sans plan, se dire j'achète, je vois un an, peut-être que ça a monté, peut-être que ça a baissé, On intervient dans des zones définies et lorsqu'on a ces zones définies, on active des trades lorsqu'on a des signaux techniques dans ces zones. Et bien évidemment, money management maîtrisé, voilà. On ne peut pas être tout le temps full acheteur, full vendeur sur le marché. Je vous souhaite encore une fois, mais avant ça, un bon like sous cette vidéo. On perd pas le rythme, on reprend les bonnes habitudes. Merci en tout cas de votre soutien et de ceux qui font l'effort de mettre ce petit pouce bleu vers le haut. C'est cool, merci beaucoup et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024 et on se retrouve bien évidemment très vite. Ciao.